Bonsoir et bienvenue au club du Figaro Politique avec ce soir une émission un peu particulière qui sera consacrée à un thème qui sera celui de la défense. On se posera la question de savoir pourquoi le Premier ministre veut organiser un débat à l'Assemblée nationale sur la défense, avec un vote d'ailleurs. Pourquoi le Premier ministre, lui, veut restaurer un service national volontaire sur la base du volontariat. Et puis, quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, ce sont les propos du chef d'état-major des armées. On va savoir s'il a eu raison de s'exprimer ainsi. Voilà, vous êtes au club Le Figaro Politique et nous allons commencer avec les meilleurs experts de la Terre. Avec Vincent Trémollet de Villers, directeur délégué de la rédaction du Figaro, avec Célestine Gentilhomme, du service politique, avec Paul Sugy, de la rédaction du Figaro, tous azimuts, toutes compétences confondues, et puis Philippe Méchet, politologue, que vous connaissez tous de très longue date. Alors pour ouvrir le débat, je vous propose d'écouter ceci. La question évidemment de nos sécurités extérieures qui ont occupé beaucoup les débats ces derniers temps, ces derniers jours, sur lesquels, vous le savez, l'augmentation de ces moyens est absolument considérable puisque nous proposons, le gouvernement propose, plus de 6,7 milliards d'euros pour l'année prochaine, c'est-à-dire que s'il y a un budget, ces 6,7 milliards d'euros seront bien au rendez-vous, mais s'il n'y a pas de budget, la défense, les armées, notre sécurité collective, les industries de défense seraient en quelque sorte les premières victimes aussi d'un échec de nos discussions. Et donc cette question de la sécurité intérieure comme extérieure est celle qui me préoccupe le plus au moment où nous parlons dans le cadre de ces discussions budgétaires. Et c'est ainsi d'ailleurs que nous allons démarrer avec les questions de sécurité extérieure, les questions militaires, les questions de défense, où je saisirai l'Assemblée nationale et le Sénat d'un vote dans les tout prochains jours, sûrement la semaine prochaine, qui va permettre de clarifier aussi ce que le gouvernement propose en matière militaire. Voilà, alors évidemment la politique intérieure est étroitement dépendante de la politique étrangère et du contexte international. Et c'était tout à l'heure à la télévision, le Premier ministre a pris la parole parce que si jamais on n'a pas de budget, il n'y a pas d'augmentation des dépenses militaires comme prévu, qui était de l'ordre de 6 à 7 milliards. Célestine, c'est assez étrange qu'il fasse ça. On a rarement vu un Premier ministre débouler sur le perron de Matignon pour nous parler ainsi. Oui, alors il faut savoir que le vote qui va avoir lieu certainement cette semaine, puisque le PLFSS lui revient la semaine prochaine, donc il n'a pas beaucoup de temps pour mettre en place ce vote, est un vote quand même purement symbolique et politique, puisque c'est l'article... Le vote sur la défense. Exactement, ce sera l'article 50-1, si je ne me trompe pas. Et donc le gouvernement va arriver devant l'Assemblée et le Sénat avec une vision, on va présenter sa vision, et donc les députés et les sénateurs, ils vont voter sur cette vision, ce qui va faire arriver une forme de majorité peut-être thématique, mais il y a quand même beaucoup de communication là-dedans, parce que ça ne va pas du tout résoudre... Parce que ça ne débloque pas l'argent. Non, ça ne va pas du tout débloquer l'argent, et in fine, ça ne va pas résoudre le problème de qu'est-ce qui se passe si c'est des lois spéciales, puisque si c'est des lois spéciales, comme vous le disiez, il y a 13% de hausse du budget des armées qui seront gelés, puisqu'on reprendra le budget de 2025. Donc il y a quand même pas mal de communication là-dessus, d'autant plus que je trouve que ça reprend un petit peu la stratégie de Sébastien Lecornu depuis le début, qui est celle de la responsabilisation des oppositions. Et donc, là encore, il va mettre les oppositions devant le fait accompli. Est-ce que vous voulez plus d'armement, engager plus d'argent pour nos armées, oui ou non? In fine, je pense qu'ils vont dire oui. Est-ce qu'il a raison de faire ça? Il fait un peu ce qu'il peut. Il nous avait expliqué que le Premier ministre était le plus faible de la Ve République et qu'il allait donner maintenant le pouvoir à l'Assemblée nationale et que ça allait être vertueux et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et on a vu que l'intégralité des députés ont voté contre le projet, le volet 1 du projet de budget. Donc, il se retrouve dans une difficulté telle qu'il est obligé de trouver un nouveau motif d'inquiétude pour essayer de responsabiliser, comme le disait Célestine Gentilhomme, les députés. Jusqu'ici, et c'est ce qu'a dit Amélie de Montchalin ce week-end, ça consiste à expliquer qu'il y aura une crise financière s'il n'y a pas de budget. Mais bon, les Français ont compris qu'il n'y avait pas de shutdown en France, qu'il y avait la possibilité soit des ordonnances, soit de la loi spéciale, et donc qu'il y aurait un budget. Donc là, le nouveau motif de crainte, c'est si jamais
nous passons par une loi spéciale, les militaires n'auront pas leur augmentation budgétaire qui est nécessaire à la sécurisation du territoire national. C'est un tout petit peu osé aussi, parce que mettons que nous ayons une loi spéciale comme cela se dessine, il est tout à fait possible de faire un projet de loi spécifique pour augmenter le budget de l'armée, et il sera évidemment voté par l'intégralité ou par une très grande majorité de députés. Donc, c'est un choix politique de jouer sur l'intérêt national et sur ce qu'il y a de plus digne dans la politique, c'est-à-dire la défense du territoire, pour essayer d'obtenir ce qu'il n'a pas obtenu pour le moment. Moi, j'y vois quand même le signe d'un essoufflement très important de ce pouvoir exécutif, que ce soit celui du président de la République ou le Premier ministre. Philippe Méchet ? Je pense que, sincèrement, là, il joue l'opinion. Il joue même plus les politiques. Il prend un témoin l'opinion. C'est-à-dire qu'il prend un témoin l'opinion. Il voit bien qu'avec les politiques, et Vincent le disait très justement, ça n'a pas marché. On va voir avec l'opinion. Parce que de ce point de vue, et c'est très juste, la défense du territoire, les questions de politique extérieure, c'est pas un des sujets les plus dissensuels. C'est un sujet où on arrive à trouver des grandes majorités, etc. Et donc il a décidé de mettre le paquet sur l'opinion. Une fois qu'il fera voter ce que disait Célestine, s'il fait voter ça en premier, évidemment, ça lui donnera un petit peu de souffle pour le reste, ce qui n'est pas très facile. Mais clairement, il a compris que c'est pas sur les politiques qui devait compter, sur les Français non plus. Si on regarde bien les enquêtes, je crois qu'il prend les Français à témoin. Vous comprenez rien, moi non plus. Donc on va commencer par la politique extérieure. Là, on est à peu près d'accord. Et donc son choix, ça va être clairement, je pense, dans les semaines à venir, pas beaucoup, il reste combien, 4 semaines à peu près, dans les 4 semaines à venir, à jouer totalement l'opinion. Et il va aller sur d'autres terrains, à mon avis, de l'opinion. Je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'il fasse des déplacements, des choses comme ça, pour la prendre à témoin. Cette méthode-là, il va l'appliquer à d'autres thèmes. Paul, ça va être une méthode de gouvernement, d'après ce que j'ai compris. Moi, j'ai le sentiment qu'on est quand même dans une séquence extrêmement formelle, dans la mesure où les choses se déroulent à peu près comme on pouvait globalement les imaginer dès l'instant où il avait renoncé au 49.3, ce qui en réalité scellait l'avenir du budget. C'est-à-dire que si ce n'était pas les ordonnances, ça serait la loi spéciale. Si ce n'était pas la loi spéciale, c'était les ordonnances. Mais qu'en définitive, en confiant une responsabilité à l'Assemblée nationale dont il savait pertinemment qu'elle n'était pas en mesure de se saisir, il savait très bien que de toute manière, et je pense que c'était aussi dans l'intérêt du gouvernement et que c'était calculé ainsi, on a vu que le temps parlementaire à la fin aussi était raboté de manière à ce que les débats ne puissent en définitive pas aboutir. Le vote de la nuit de vendredi à samedi qui a conduit donc au rejet de la première partie du budget était pas une surprise non plus. Et donc, dans la mesure où il y a cette situation qui est installée, où l'Assemblée nationale continue à ne pas vouloir se saisir de la responsabilité qui lui est proposée, il faut continuer à donner le sentiment de manière formelle qu'un certain nombre de sujets seront, si ce n'est discutés, au moins proposés aux députés. Et s'agissant particulièrement de la défense, vous avez raison, ce matin, Sébastien Lecornu parlait de toute une gamme de sujets sur lesquels il y aurait effectivement un débat puis un vote. Mais s'agissant singulièrement de la défense, Sébastien Lecornu, qui est l'ancien ministre des Armées, est particulièrement en position de force, et on l'a bien compris. S'il doit y avoir au moins une politique qui doit survivre au chaos actuel, ça doit être le renforcement des crédits militaires. Donc c'est plus... C'est une gentilhomme qui est plus 6,7, plus 7 milliards, voilà, le budget de la défense. Donc il y a de toute façon cet accompagnement de l'augmentation de l'effort militaire français qui doit être une priorité. On a vu que Sébastien Lecornu, il y a quelques jours, a encore placé son ancien directeur de cabinet à la tête de la Direction générale de l'armement, qu'il a gardé totalement la main mise sur ces sujets-là. Il est de toute évidence pas question de partager vraiment la responsabilité de la politique de défense avec l'Assemblée nationale. Ouais. Et... est-ce que c'est pas, finalement, c'est l'échec de sa politique, non ? Oui, je pense que la faute originelle, c'est quand même l'abandon du 49.3. C'est ça. À mes yeux, en tout cas, puisqu'il s'est piégé lui-même. Les socialistes se sont aussi un peu piégés eux-mêmes, puisqu'ils se retrouvent dans une situation où soit ils votent ce budget qui comprend un certain nombre de leurs exigences, soit ils s'abstiennent, mais en s'abstenant, ça ne fonctionne pas non plus, parce qu'il faudrait l'abstention des écologistes plus les communistes, soit ils rejettent. Mais donc tout ça part à la poubelle. Donc je pense que c'est ça la faute originelle, et ça confirme totalement le fait qu'ils veuillent faire cet article 50-1. Ça confirme cette même idée, et notamment il y aura la question de l'énergie qui sera abordée. Défense, énergie, agriculture. Et ça permet en fait, non pas d'occuper les députés, mais comme ils ont rejeté la première partie sur les recettes, ils ne peuvent pas, pour l'instant, étudier celle sur les dépenses.
où il y aura donc l'agriculture, la défense et l'énergie. Donc ça va les occuper, ils vont avoir un semblant de débat, mais à la fin, ça ne va, comme je disais tout à l'heure, ça ne va rien changer au sort du budget. Donc oui, c'est forcément un peu l'incarnation de cette stratégie que lui-même reconnaît comme, il le disait, je pensais que l'abandon du 49.3 aurait en tout cas conduit à un changement d'état d'esprit, à une forme de culture du compromis qui finalement n'existe pas. Donc oui, il y a un échec. Ouais. Alors il y a un échec, mais ça dépend, on est dans une émission sur la défense, ça dépend du but de guerre. Quelle était la mission que devait accomplir le moine soldat Sébastien Lecornu? C'était apaiser le climat, qui était un climat qui appelait à la dissolution de l'Assemblée nationale, voire à la démission du président. Il y est parvenu, puisque pour le moment, ces deux sujets sont écartés du débat public, en tout cas n'ont plus la même intensité qu'il y a un mois et demi. Ensuite, il devait gagner du temps le plus possible et reporter le désordre et le chaos sur les députés. Et il est en train d'y parvenir aussi, puisque je crois que les 2 mois que l'on a vécus ont dû créer en France un sentiment d'antiparlementarisme comme on n'a pas vu depuis longtemps. Et de telle sorte qu'on a oublié que le patient zéro du désordre et du chaos, c'est quand même le président de la République qui a dissous l'Assemblée nationale. Maintenant, la faute en revient aux députés, et ces débats qui vont avoir lieu sur l'énergie, sur l'agriculture, aura pour but de montrer s'ils sont responsables ou s'ils sont irresponsables. Donc, si c'était ça l'objectif fixé par le président de la République à son Premier ministre, pour le moment, il est en train d'accomplir sa mission. Alors, est-ce que c'est pour le bien du pays ? Ça, chacun peut en discuter et avoir son point de vue. Lui a l'air de dire que la stabilité mérite, quoi qu'il en coûte, tous les compromis plutôt que l'instabilité. Il y a maintenant beaucoup de gens, et notamment des patrons, qui expliquent que la stabilité est plus coûteuse qu'une instabilité. Ils ont changé d'opinion. Créée par une dissolution et une nouvelle élection législative. Mais pour le moment, le Premier ministre occupe le terrain et l'objectif, il est très simple, c'est d'aller jusqu'à Noël. Ensuite, les municipales se profilent et à partir de là, à partir du moment où on est à un an de l'élection présidentielle, il n'y a plus de dissolution possible puisque sinon le président n'aura pas de majorité. Et donc Emmanuel Macron échappe à ce qu'il craint, c'est-à-dire une dissolution qui mènerait, puisqu'il la perd, à la pression, à la démission. Cette mission-là est accomplie, elle est coûteuse pour celui qui l'a menée, et politiquement, elle abîme Sébastien Lecornu, puisqu'il a baissé de façon spectaculaire dans le dernier baromètre IFOP à son endroit de dimanche, mais c'est quand même ce qu'on lui a demandé. Oui, c'est ça, oui. Alors, tout à l'heure, Vincent disait la politique de défense et les affaires de défense font consensus. C'est si vrai que ça? Oui, c'est vrai. Ah bon? C'est vrai, à part même à la France Insoumise? Non. Ah ben voilà. C'est vrai, à part. J'ai bien dit à part la France Insoumise. Non, mais c'est relativement vrai. Ce sont des sujets plutôt consensuels, généralement, où il y a une vision assez commune, assez partagée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils commencent par la défense. C'est pas tout à fait un hasard. Dans le monde qui est le nôtre, effectivement, les gens sont tous inquiets, etc. Sachant qu'en plus, c'est un sujet, je dirais, que je placerais. C'est purement politique et en même temps à côté de la politique. Parce que dans le débat actuel budgétaire, on a complètement perdu les Français depuis 2 mois. Plus personne n'y comprend rien. Je suis tout à fait d'accord avec Vincent. L'antiparlementarisme n'a jamais été autant nourri depuis 2 mois. Il a réussi une chose quand même, j'ajouterais, il a réussi à montrer les fractures à gauche. Ça, c'est quand même... Le changement, le Cornu, c'est qu'il a vraiment fait couper le lien qui pouvait exister. Il a creusé la plaie entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Il a enfoncé le clou. Là-dessus, je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, pour l'instant, ça a plutôt fonctionné. Mais c'est un sujet sur lequel on voit mal, par exemple, les socialistes en matière de défense aller voter contre. On voit mal la droite aller voter contre. Donc on a la majorité. Il a la majorité. Et je pense qu'au Rassemblement national, une bonne partie, ça m'étonnerait qu'ils s'opposent à ce qu'on augmente les moyens militaires de 7 milliards dans la conjoncture actuelle. Donc il peut revenir avec, je ne sais pas, 450 voix en faveur, parce qu'ils hésiteront. Ça vous donne un peu de souffle. Oui, c'est ça. Même si ça ne sert à rien. Exactement, même si ça ne sert à rien, parce que je partage les analyses qui ont été faites. En attendant, ça permet de gagner un peu de temps. Et comme le disait en image, c'est pas mal. Il ne faut pas perdre de vue que, effectivement, une dissolution ne peut pas venir avant le printemps. Parce qu'il y a les municipales qui suivent. À partir du 1er janvier, il peut, mais avec les municipales, ça rend les choses très compliquées. Personne ne veut d'une dissolution. Donc, ce qui veut dire que ça repousse. Au fond,
Et c'est un peu ma crainte, en tant que politologue, en tant que citoyen, qu'on passe 1 an et demi à chercher à gagner du temps. Ouais, Et mais en même temps, on perd beaucoup de moyens. Parce on est immobile, quoi. Voilà, on est immobile, et puis le reste du monde, lui, avance. C'est ça. Alors, ma question n'était pas anodine. Pourquoi ? Parce que vous allez écouter maintenant le chef d'état-major des armées. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Alors Paul, vous qui êtes jeune, moi je peux plus être appelé. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je dois partir demain ? Comment vous avez reçu ce discours ? Alors d'abord, moi j'ai plutôt partagé le sentiment que partageait ici Général Mandon, c'est qu'il y a effectivement une incompréhension face à l'effort qui est demandé et probablement aussi une impréparation. Enfin, c'est une pensée que j'ai depuis longtemps et que je trouvais ici exprimée de manière assez claire, assez calme en réalité, pas du tout va-t-en-guerre comme j'ai pu le lire parfois. Et j'étais assez surpris au début des polémiques qui ont entouré cette prise de parole. Je crois qu'il y a un cadre qui est assez inhabituel, qu'on découvre ou qu'on redécouvre, qui est peut-être un peu américain dans le style, c'est-à-dire d'avoir des officiers d'état-major en grand uniforme qui s'adressent au maire de France, mais dans un entretien filmé comme celui-ci, en réalité, on s'adresse au pays. Nation. Ouais. Et c'est un cadre dans lequel on n'est plus habitué parce que pendant longtemps en France, le président de la République avait quasiment le monopole de la parole militaire. Et donc, ça nous paraissait plus légitime que ce soit le politique, en costume cravate qu'il fasse. Et là, on voit des officiers d'état-major. Donc, on est surpris. On sait aussi qu'il y a une arrière-pensée politique, c'est que Emmanuel Macron sait qu'il est devenu très inaudible sur le champ militaire, sur le champ de la guerre, probablement parce que le mot a été galvaudé quand on fait la guerre à un petit virus et qu'on est prêt à faire la guerre à n'importe qui. Et donc, en définitive, le président de la République sait que sa parole est beaucoup moins audible, donc il envoie le chef d'état-major. Il l'avait fait avec Thierry Burkhardt, qui avait aussi donné une conférence de presse qui avait été déjà très largement commentée, critiquée avant le 14 juillet cet été. Donc, je comprends cet étonnement face à la nature de l'exercice. Maintenant, quand on écoute posément ce que nous dit le général Mandon, il dit qu'effectivement, il faut une cohésion nationale à l'intérieur de ces frontières pour être capable ensuite de déployer un effort militaire ou même un effort économique, parce que la guerre, c'est aussi la guerre économique, pour être capable de soutenir cet effort de long terme. Je crois que n'importe qui peut, en s'arrêtant sur ces paroles, au moins dire qu'il a raison sur le fond. Donc, discuter de l'opportunité ou pas de passer ce message, est-ce que c'est le bon interlocuteur, est-ce que c'est le bon cadre, est-ce que les mots sont justes, j'ai l'impression que c'est passé à côté de l'essentiel du message et je crois qu'on a réagi comme si en fait on avait le sentiment que c'était Emmanuel Macron qui avait dit cette phrase. Et on lui a fait les reproches qu'on aurait fait au président de la République s'il avait tenu ce discours. Je crois quand même que quand un chef d'état-major des armées parle de voir des enfants mourir, il sait davantage ce qu'il dit, parce qu'il mesure le sens de ses mots, que lorsque c'est un homme politique qui n'a lui pas connu le terrain militaire. Alors, il y en a un qui était furieusement hostile à ce discours, qui s'appelle Philippe de Villiers, qui vendredi dernier à la télévision sur iTélé a dit « mais on fait déjà la guerre, regardez les victimes, nos enfants, ils sont déjà victimes de tous les délinquants qui traînent sur la voie publique ». Donc il trouvait que c'était extrêmement maladroit. C'est la question. Ça a quand même créé une polémique C'est la question intense, pascalienne de la distinction et de la confusion des ordres. Il peut y avoir une menace aux frontières françaises et des victimes de la délinquance. L'un n'est pas malheureusement incompatible avec l'autre. J'entendais ce matin la maman du petit Elias qui donc est mort en sortant, qui a été assassiné à la sortie d'un entraînement de football à Paris et qui a employé les termes, je vous l'ai dit en substance, mais qui renvoyait évidemment à ce qu'elle avait entendu dans la bouche du général Mandon. Nos enfants n'iront pas mourir au champ d'honneur, mais mourront peut-être comme est mort mon fils. Donc c'était
une volonté de faire prendre conscience sur les effets qui sont réels et qui sont gravissimes de la délinquance dans notre pays. Il n'empêche que je rejoins ce que dit Paul Sugy, c'est-à-dire que si on lit l'intégralité du texte du général Mandon, il est difficile de ne pas être d'accord avec ce qu'il expose, puisqu'il fait un grand panorama géopolitique en expliquant que les États-Unis vont s'extraire de l'Europe parce qu'ils vont se concentrer sur leur rivalité avec la Chine et que donc les voisins de l'Europe vont essayer de profiter d'une fragilité temporaire. Ça me paraît indiscutable. Alors après, on peut dire, est-ce qu'il a eu raison de le faire dans ce cadre-là? Est-ce qu'il avait conscience qu'il n'y aurait qu'un extrait qui serait prélevé? Est-ce que c'est le rôle d'un chef d'état-major ou est-ce que c'est le rôle du ministre de négocier? Parce qu'en arrière-plan, il y a quand même toujours cette question budgétaire de l'augmentation des crédits. Bon, voilà, ça, c'est des débats, on peut avoir un point de vue ou un autre. Mais je ne crois pas qu'il faille opposer les menaces intérieures et les menaces extérieures. Et je veux même dire que quand il parle de force d'âme, dans son discours, il renvoie quoi? Il renvoie à l'étrange défaite de Marc Bloch. Ouais. Et quand vous relisez l'étrange défaite de Marc Bloch, Marc Bloch explique qu'il faut des éléments militaires pour gagner une guerre, mais il faut aussi une société qui soit prête à faire un certain nombre de sacrifices. Sinon, c'est la trahison des clercs. Et là où on peut, mais ça n'est pas du tout la faute du général Mandon, et là on revient à la politique, on peut voir une distorsion énorme entre ce qu'il dit et ce qui se passe à l'Assemblée, c'est qu'au moment où il demande un effort que moi je trouve légitime, nos députés considèrent que demander aux gens de travailler un trimestre de plus dans leur existence n'est pas acceptable. Donc là, on est quand même avec deux discours qui sont absolument contradictoires et qui expliquent aussi peut-être l'étonnement, voire la critique qu'a inspiré le discours du chef d'état-major des armées. Alors justement, et Philippe, il y a quelque chose aussi, parce que bon, évidemment, la société... ça fait 80 ans que la France n'a pas connu la guerre. Bien sûr. Ça s'est jamais produit depuis Louis XIV. Bien sûr, ça fait 80 ans. Moi, je me souviens de mes parents, de mes grands-parents, qui me parlaient de leur période de jeunesse, où il n'était question que de la guerre. Oh, il y a eu la guerre d'Algérie, 60, quand même. Certes. Bon, on n'appelait pas ça la guerre d'Algérie. Mais non, c'est très juste, Yves, ce que vous dites. D'abord, on a oublié la guerre, et surtout... on est dans l'illusion que du fait du nucléaire, on est protégé. Voilà. Et là, on découvre, avec l'Ukraine, etc., que non, la France manque cruellement de forces conventionnelles. D'où d'ailleurs la demande des milliards. C'est pas pour dépenser dans la défense, c'est parce que dans l'état de défense, on manque de moyens conventionnels si, en cas d'attaque, en cas de guerre plus conventionnelle, qu'on se connaît. On a toujours pensé, en France, enfin les jeunes pensent, et d'ailleurs j'ai encore vu des entretiens de jeunes qui disaient « oui, mais de toute façon, on a le nucléaire, donc ils n'oseront pas y aller ». Or, c'est une fausse approche. J'ajouterais que, enfin, moi je l'ai trouvé remarquable, hein, le général Mandon, y compris dans la forme, enfin, dans le style, c'est-à-dire une matière, un pédagogue, quelqu'un qui sait expliquer, ce qui est le propre de l'armée. Pour avoir animé le Conseil économique de la Défense pendant longtemps, je peux vous dire que les militaires, lorsqu'ils sont entre eux, entre généraux, ils s'engueulent comme c'est pas permis, mais une fois que la décision est prise, il y a une voix. Au moins, ils savent respecter. Et je pense que cette parole un peu forte, cette parole aussi un peu d'autorité, dans une société où on est en demande d'autorité, on est en demande de sécurité, on le disait sur l'intérieur, mais on ne mesure pas à quel point il y a un besoin d'autorité et besoin de sécurité dans cette société. Et évidemment, certains, s'ils m'entendent dire ça, vont dire aux fascistes. Mais c'est pas le cas. Il suffit de lire les enquêtes d'opinion. Moi, je lis les enquêtes d'opinion. Hein. Eh bien, ce que Vincent disait sur insécurité, délinquance, etc., c'est en tête. C'est dans le top 5. Donc, il est évident que le général, pour moi, joue son rôle. Et Philippe de Villiers, pardonnez-moi de le dire, mais enfin, c'est aussi vis-à-vis de son frère qui dit ça. Il a quand même... Effectivement. Célestine, comment ça a été reçu dans le personnel politique des fractures classiques ou comment ça s'est... Il y a eu des remarques, surtout des insoumis qui ont accusé... Oui, il y a même une prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Assez solennelle par rapport très militaire, j'ai envie de dire. Hein. Oui, mais il a été accusé d'être un va-t-en-guerre, comme Raphaël Glucksmann d'ailleurs a été accusé d'être un va-t-en-guerre, puisqu'il a repris quelques heures plus tard les propos du général. Donc bon, ça c'est assez classique dans cette extrême gauche.
plus pacifiste à première vue, mais ça montre quand même ce fossé qui existe entre nous, pays de l'Ouest européen, et ceux qui sont le plus proches de cette menace. Les Polonais, les Roumains. Exactement, la Pologne parle déjà d'avant-guerre. La Russie, en fait, quand on écoute aujourd'hui les homologues de Monsieur le Général, tout le monde dit la même chose. C'est-à-dire qu'on estime que la Russie pourrait attaquer un pays de l'OTAN d'ici 3 à 4 ans, donc 2029, voire à la fin du mandat de Donald Trump. La Russie, aujourd'hui, c'est presque 2 millions de soldats d'ici 2030, dans les esprits. Donc, je ne sais pas si on se rend compte que cette menace existe. Et chez nous, il y a une forme, effectivement, de désacculturation à la guerre, où on a du mal à saisir que la menace n'est pas forcément que terrestre, puisque comme les pays, la Lettonie, l'Estonie, pour eux, il y a une menace physique qui est existentielle. Chez nous, c'est une menace, pas forcément d'invasion, mais une menace hybride, une menace de cybersécurité. Et ça, on a du mal à le réaliser. Et je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que au-delà de cette désacculturation, on a un chef de l'État qui a parlé de guerre pour parler de la crise sanitaire, qui a fait une campagne de 2022 complètement percutée par la guerre en Ukraine et qui n'a pas fait campagne. Et donc, dans l'état d'esprit des Français, on a l'impression qu'on est en guerre permanente, ou du moins dans ce climat de tension permanente depuis 3 ans. Et donc, on est un peu en train de... Forcément, je comprends. Moi j'ai beaucoup aimé aussi ses propos. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'on criait au loup, parce qu'à force de dire « nous sommes en guerre, la guerre est à nos portes », les personnes, soit elles n'y croient plus, soit il y a une forme de lassitude généralisée, une crise de la confiance aussi de la parole politique et désormais un peu militaire. Oui, bien sûr. Oui, Paul. Sur les propos de Général Mandon, ce qui était intéressant, c'est de voir aussi le parcours de la polémique. On ne les a pas commentés le lendemain, on les a commentés le surlendemain du jour où ils ont été tenus. En fait, ils seraient peut-être passés comme une lettre à la poste s'ils n'avaient pas été découpés, pastillés, comme on sait le faire sur les réseaux sociaux. Et c'est les comptes de Florent Philippot, enfin, vous voyez un peu cette galaxie. L'habitude d'entendre de manière effectivement très en opposition à tout le discours qui peut être tenu, notamment sur la question russe, et qui a monté cette polémique. Et c'est pas inintéressant, parce que la gauche s'en est emparée dans un second temps. Et on voit aussi qu'il existe, je ne sais pas si Florent Philippot, on peut dire qu'il vient tout à fait de la droite, mais il est entouré par des gens qui sont dans cette famille politique-là, qui nous ont habitués parfois à une forme de mansuétude un peu étonnante à l'égard de l'assaillant russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce qui m'étonne parfois, c'est que c'est des milieux dans lesquels il y a encore une trentaine d'années, on entendait à l'inverse que la Russie communiste était une menace de tous les instants pour l'Europe, et c'était d'ailleurs une raison aussi pour accepter de manière très conciliante la présence des armements américains, des missiles Pershing dans nos pays, et qu'on a le sentiment qu'il y a eu un bouleversement complet au sein de cette galaxie idéologique, parce que Vladimir Poutine aurait un temps présenté un visage qui paraissait plus conciliant avec un conservatisme européen, par exemple. Et voilà, je suis étonné de la transition qui a pu s'opérer au sein de ces cercles d'idées, et d'autant qu'effectivement, le débat qu'on a là, en réalité, ne concerne pas que la guerre, il concerne au fond toute la vision qu'on a de la géopolitique et des alliances. Et ça a déjà été dit, le fait que les États-Unis avant même Trump n'est pas le seul responsable de ce mouvement-là, et décidé de se retirer progressivement de l'alliance économique et stratégique qu'ils avaient avec l'Europe, nous interroge, nous, face à l'avenir de nos alliances. Et ce débat, encore une fois, qui est caricaturé quand on reprend des propos tronqués, etc., mais ce débat est quand même fondamental, et on est en train de l'avoir, et il sera probablement vital pour les 20 ou 30 prochaines années. Donc je crois que voilà, il y a quelque chose derrière cette polémique qui interroge très très largement la vision qu'on a de long terme sur la façon dont la France se pense, et pas seulement en termes de défense et de choses militaires. Mais le problème, c'est que le général Mandon a parlé, a fait écho à ce que décrit Giuliano d'Ampoli dans L'heure des prédateurs, c'est-à-dire un basculement du monde dans un moment historique qui n'est plus celui d'une paix relative, parce qu'on a parlé de fin de l'histoire, mais il y avait toujours des guerres, mais en tout cas ordonné, structuré, avec un ordre international tel qu'il pouvait exister des années, depuis la chute du mur jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Bon, il s'est fait l'écho de cette vision-là, qui est une vision juste, qui est une vision partagée. Et parallèlement, on a une vision politique à l'Assemblée nationale, qui n'est même pas celle de la fin de l'histoire, qui est celle de la sortie de l'histoire, où on ne prend plus en compte rien du tout de l'évolution du monde, de la compétition économique, de la nécessité démographique. Dans les termes du général, il y a le mot « enfant ».
la crise démographique française n'existe pas dans le débat politique français. Et elle devrait être centrale pour la question des retraites, pour la question du dynamisme économique, pour la question militaire, pour tout. Bon. Et donc, je crois que ce décalage entre les deux discours a participé de la confusion et en plus, avec le parcours qu'a très bien décrit Paul de réduction à une pastille, le propos, a fait choquer l'un avec l'autre. Il faudrait que l'on puisse être capable d'écouter ce discours sans le racoler aux manœuvres budgétaires qui, c'est vrai, sont beaucoup plus minuscules par rapport aux enjeux majuscules décrits par le chef d'état-major des armées. C'est peut-être aussi une façon d'appréhender le fait que cette Assemblée nationale est déconnectée de tout, quasiment. Oui, je pense que très sincèrement. Il y a aussi ça. C'est pour ça que je dis qu'il commence par la défense, parce que là, les gens sont plus d'ailleurs de son opinion. Oui. Il peut trouver un consensus. Et puis, on est dans une géopolitique tout à fait nouvelle, parce qu'on parle du conflit en Ukraine, mais Paul le soulignait. Il n'y a plus de parapluie américain. Oui. Nos principaux alliés militaires en Europe, c'était les Britanniques. Dans l'Union européenne. Les Anglais sont sortis avec le Brexit, et moyennant quoi, c'était les deux armées qui se parlaient. Aujourd'hui, on parle avec les Italiens, les Suédois, qui n'ont pas, l'armée, même les Allemands, mais c'est pas pareil. C'est pas de même niveau que les Britanniques, avec qui on pouvait faire une force européenne. Aujourd'hui, la force européenne, elle est très très faible, même si, ça continue avec les Anglais. Oui, c'est bien sûr que ça continue. N'a pas coupé. Mais on est dans un monde tout à fait nouveau, où ça bascule absolument de partout, où on voit effectivement une Russie dont on se demande où elle s'arrêtera, ou si elle a envie de s'arrêter d'ailleurs, des États-Unis qui... sont complètement imprévisibles, changeant d'opinion tous les 3 jours, donc on est complètement perdu. Là, il nous retrouve, le Cornu nous prend en disant prenez les choses au sérieux. Exactement. Alors, il y a toujours dans le même état d'esprit, il y a un débat qui pourrait revenir assez vif. Je crois que c'est jeudi à Vars, dans les Alpes, où le président de la République pourrait remettre au goût du jour un service militaire, un service national volontaire, et le débat est déjà un petit peu dans le personnel politique. On va écouter un pour et un contre. Je suis pour un service national volontaire. Volontaire mais pas obligatoire. Je suis pour aussi, et j'irai plus loin. Le président de la République semble proposer un service militaire volontaire. Je suis pour. Mais moi, je dis qu'il faut aller plus loin et proposer un service universel et obligatoire, mais qui ne sera pas nécessairement militaire, qui peut être aussi civique. On peut vouloir s'engager dans la transition écologique, dans la solidarité sociale, mais donner de son temps à la collectivité. On est dans une société aujourd'hui qui crève de son individualisme. Il faut qu'on puisse sortir de soi, de son environnement, de son quartier. Il faut qu'on puisse se mettre au service de la collectivité et de la nation. C'est ça, faire République. Alors, c'est assez compliqué parce que, on va voir général Glucksmann. Oui, voilà, le général Glucksmann, on va voir ce que nous dit le président de la République. Donc, ça serait un service, si nos informations sont bonnes, qui serait militaire, effectivement, qui serait volontaire et non pas obligatoire, qui durerait 10 mois, dont la solde serait de 950 €, si j'ai bien compris. Il s'agirait évidemment d'assurer la sécurité du territoire, mais il n'y aurait pas d'hommes ou de femmes envoyés en opération extérieure. Ça, c'est une des choses qui est, à mon avis, balisée. Quoi de neuf, j'ai envie de dire Je ne sais pas combien il y a eu de propositions. Alors, il y a eu le service universel, mais qui n'était pas militaire, qui est parti, qui est revenu, qui a été tenté, puis qui a été abandonné. Mais est-ce que c'est une bonne idée ? Je pense qu'il faudrait demander à des experts militaires, parce que très souvent, quand la France va mal, on se tourne vers l'armée en se disant elle va régler le problème. Alors s'il y a de la délinquance, on dit qu'il faut les envoyer dans l'armée, comme ça ils vont apprendre. Si certaines personnes issues de l'immigration sont mal intégrées, on dit qu'il faut les envoyer dans l'armée. S'il y a des narcotrafiquants dans une cité à Nice, Christian Estrosi dit qu'il faut envoyer l'armée. Donc dès qu'il y a un problème, on se tourne vers l'armée, mais ce n'est pas l'objet de l'armée de faire ça. Donc là, est-ce que c'est pour créer de la cohésion ou est-ce qu'il y a une nécessité militaire ? C'est ça la question. Alors, s'il y a une nécessité militaire, parce que ça peut être utile aux forces armées,
ça se réfléchit. Moi, j'y vois quand même un arrière-plan politique. Vous savez, Dominique de Villepin disait il n'y a qu'un seul ministère où quand on appuie sur un bouton, l'avion décolle, ça marche. C'est le ministère de la Défense. Tous les autres, on demande quelque chose, on a le contraire, ils ne veulent pas, ils rechignent. Bon. Et là, un président de la République qui est très affaibli sur le plan intérieur, qui n'est plus très écouté sur le plan extérieur, trouve peut-être dans ce projet un élément qui pourrait lui permettre d'être un peu suivi. Mais j'avoue mon ignorance, et je vais me plonger dans le sujet pour essayer de comprendre s'il y a véritablement une utilité militaire. Si c'est simplement une utilité sociétale, c'est faire porter le mal-être de notre société à nos soldats qui ont quand même beaucoup d'autres choses à faire avant de s'occuper de ça. Alors, des généraux se sont exprimés. Il y a 30 ans, quand le Jacques Chirac a supprimé le service militaire, les généraux étaient soulagés parce qu'ils en avaient assez de s'occuper de gamins qui voulaient tout sauf devenir militaires. Ils avaient autre chose à faire. Et alors maintenant, il y a des généraux qui s'expriment en disant, voilà, nous, on recrute 25 000 personnes par an, filles et garçons d'ailleurs, parce que ça c'est aussi un des changements, et ce service volontaire pourrait nous permettre d'être une filière de recrutement, aussi bien pour les militaires d'active que pour abonder la réserve. Parce que l'objectif, c'est d'avoir 50 000 d'ici à 2035, 50 000 volontaires par an. Paul. Je partage comme Vincent l'impression qu'on n'a pas levé l'ambiguïté stratégique au fond qui hante le débat sur le rétablissement du service militaire, débat qui, semble-t-il, a commencé quasiment dès le lendemain de sa suspension et qui est de savoir si c'est d'abord quelque chose que l'on fait pour le pays et pour augmenter la cohésion nationale, l'idée qu'au sein d'une classe d'âge, tous les individus, tous milieux sociaux confondus, vont peut-être aussi demain tous sexes confondus, vont se rencontrer, se connaître, sortir un petit peu de leur milieu et peut-être prendre un peu plus conscience qu'ils forment ensemble une même communauté nationale, ce qui est une très belle idée en soi, mais au moment où le service militaire a été supprimé, les autorités politiques et militaires ont estimé qu'en réalité l'armée n'était plus capable d'assumer cette fonction-là, que c'était lui demander trop de temps et trop d'argent et que ça l'a détourné de sa mission principale qui était d'abord de défendre le pays. Donc il y a cette idée-là et il y a cette idée que vous venez d'évoquer avec les chiffres de 50 000 d'ici une dizaine d'années, 50 000 personnes qui seraient immédiatement mobilisables et qui donc constitueraient effectivement un réservoir plus important de personnes capables de défendre leur pays le jour où il le faudra. Et je crois que la confusion de ces deux registres est palpable. Le président de la République semble, de ce que l'on sait pour le moment, de ce qui va être annoncé, d'abord se situer sur le plan de la tactique militaire, de dire nous avons besoin de ces hommes, et en même temps on apprend aussi que finalement ça va remplacer le service national universel, qui lui était complètement dans l'autre optique, qui était vraiment de dire on va essayer de sensibiliser davantage les citoyens, les jeunes citoyens volontaires, d'abord au sens du service, à l'engagement public, ce qui est évidemment une très bonne chose, mais puis aussi un certain nombre de valeurs, de cohésion nationale, valeurs républicaines. Donc là on est dans quelque part le réarmement moral. Ça sera probablement très compliqué de faire les deux à la fois. Moi, j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, mais que pour l'instant, on est surtout en train de créer une formation initiale militaire de réserve plus, c'est-à-dire avec un temps, un salaire dédié, et qui permettront, dans une mesure beaucoup plus renforcée, à ceux qui étaient déjà candidats pour faire, je crois que c'est 15 jours de formation sur deux créneaux différents, avant ensuite de faire des missions de réserve. Bon, on est en train d'augmenter un petit peu ce processus. J'espère qu'on proposera aussi aux personnes qui seront volontaires des choses un peu plus intéressantes que ce que font tous les réservistes, malheureusement, c'est-à-dire essentiellement des missions sentinelles où on patrouille dans les rues des grandes métropoles avec un FAMAS. C'est un peu le cas, oui. Oui, Philippe. Moi, je pense sincèrement que, y compris l'intervention de Glucksmann, pour le coup, il a l'opinion avec lui. Ah oui. Vous pensez que l'opinion est favorable? L'opinion est il y a eu favorable. Un sondage au mois de mars, j'ai regardé. Il y a eu un sondage au mois de mars dernier. Je crois que c'est 79% de la population était favorable. Mais oui, bien sûr. Pourquoi? Alors, avec une petite correction, parce que c'est vrai, Yves, qu'il y a 30 ans, quand on a supprimé le service militaire, avec un contexte quand même complètement différent, y compris géopolitique, les militaires disaient, oui, on en a marre un peu de s'en occuper, et en même temps, après, moi je le voyais dans les animations, ils disaient, on a perdu quand même du lien avec la société. Et quand on est militaire, on n'est pas seulement un type avec un fusil pour défendre le pays, on s'intéresse à sa société. Les militaires ont un très grand intérêt pour la société, pour ce qui se passe, pour ses mouvements. Et ils ont un peu perdu ça. Alors, je suis tout à fait d'accord, c'est pas des nounous. Ils sont quand même pas là pour aller faire les nounous des jeunes qui ont des problèmes. Mais ce sont des gens qui inculquent des valeurs
qui sont, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, des valeurs que les gens recherchent aujourd'hui. C'est-à-dire des valeurs morales, de sécurité, de devoir, bref, des mots qui sont un peu passés. Et c'est un peu sur eux qu'on compte, parce qu'il faut reconnaître que ces mots militaires, à la base, sont des mots qui sont des mots en résonance avec l'opinion aujourd'hui. Ouais, Donc je pense que c'est ça. Alors Glucksmann, moi j'ai été frappé parce que je trouve effectivement ce qu'il dit rencontre l'opinion. Et même Coquerel, je l'ai trouvé beaucoup plus modéré que d'habitude. Alors vous me direz, Coquerel, c'est peut-être pas le plus représentatif de LFI, hein, c'est celui qu'ils ont donné la CIR, mais quand même il était plus modéré que d'habitude, où il pousse des cris. Donc pas complètement. Parce que Jean-Luc Mélenchon s'était exprimé à titre personnel il y a quelque temps pour dire qu'il était favorable à la conscription. Ce qui avait étonné les gens un peu, oui. Il était étonné à ça, par ça, je veux dire. Célestine, comment vous voyez le retour de cette chose que vous n'avez pas connue, vous? Bah non, que je connaîtrais sûrement pas. Je me méfie toujours des gadgets d'Emmanuel Macron. Parce que ça peut être un gadget. Bah, après le SNU, le service national universel, je me pose quand même un certain nombre de questions. Même là, objectivement, on ne sait pas grand-chose des contours de ce service. Non, ça pourrait concerner entre 10 000 et 50 000 jeunes, donc la fourchette est quand même assez large. C'est large. On n'en sait pas grand-chose. Il y a une question de financement, surtout. Ça coûtera entre 3 et 5 milliards, je crois. Oui, bon, c'est quand même de l'argent. Il y a une question de casernes. Aujourd'hui, les militaires n'ont plus forcément les casernes adéquates pour accueillir des jeunes. Ils n'ont plus non plus les personnes pour encadrer ces jeunes, puisque c'est quand même de l'encadrement. On n'est pas une journée comme ça. Ça pourrait durer une dizaine de mois. Et il y a une question où j'ai du mal à croire dans ce mythe un peu républicain de formation civique, patriotique. Mais il faut être pragmatique, c'est-à-dire quel est l'intérêt opérationnel aujourd'hui pour ça. Est-ce que d'apprendre à des jeunes à manier un FAMAS, faire des opérations sentinelles, ça correspond aujourd'hui à la manière de faire la guerre et je parlais tout à l'heure de guerre hybride. Est-ce que l'intérêt, c'est pas d'aller former encore plus des ingénieurs, d'aller investir une réserve de cybersécurité, d'investir l'intelligence artificielle, plutôt que grossir les rangs. Oui, ils le font, ils forment à ça. Mais c'est pour ça que je pense que ce service militaire volontaire devrait aussi prendre en compte ça, si ce n'est avoir un aspect presque dominant sur cette nouvelle manière de faire la guerre, plutôt que d'avoir d'arpenter les rues de Paris. Oui. Exactement. Oui, et c'est vrai qu'il faut quand même attendre un peu la précision du discours et l'avancée du projet, parce que depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, c'est-à-dire depuis 2017, quand l'Élysée ne sait plus trop quoi faire et ne sait plus trop comment sortir de l'impasse, c'est soit la question du service, soit un projet de référendum. Alors ils peuvent peut-être faire un référendum sur la restauration du service militaire, coupler les deux, il serait peut-être gagné, mais il faut quand même se méfier, parce qu'à chaque fois on y vient, et puis quand on arrive dans le dur, on s'aperçoit que l'effet d'annonce, une fois l'effet d'annonce passé, on est justement passé à autre chose. Alors, la chose militaire, bien, on en reparlera évidemment dans les jours, les mois, les semaines à venir. On va passer maintenant à un exercice qui ponctue notre émission, c'est-à-dire les coups de griffe et les coups de cœur. Alors, on commence par le salé et généralement on finit par le sucré. Paul, vous commencez ? Un petit coup de griffe. À l'heure où on se parle, il y a un détenu qui n'a rien à faire en dehors de sa prison. Il a été condamné. Il a été condamné pour être un narcotrafiquant très. On est dans le salé, très salé, celui-ci, parce qu'il était effectivement un grand baron de la drogue. Il s'appelle Waïd Ben Faïza. Il s'était évadé avec l'aide d'un commando armé en 2014 de sa prison. Il a été rattrapé 2 semaines après par les forces de police. Et donc, un juge d'application des peines a décidé, contre l'avis du gardien de la prison de Vendin-le-Vieil, donc ce petit bijou de Gérald Darmanin, prison de très haute sécurité, justement pour les grands narcotrafiquants, obtenu au forceps auprès du Parlement, et donc enfin construit. Un juge d'application des peines a décidé, au mépris de l'avis de ce directeur de prison, au mépris même de l'avis du procureur de la République, d'accorder une permission de sortie au
détenu dont je vous parle, pour aller passer un entretien d'embauche à Lyon, ville dans laquelle il n'a jamais résidé. On ne sait pas non plus qui est-ce qui est prêt. Quelle est l'entreprise Voilà, quelle entreprise est prête à embaucher un baron de la drogue qui ne sera libéré de prison que dans 4 ans. Je ne savais pas qu'on recrutait si longtemps à l'avance, mais ça peut m'intéresser. Mais c'est un baron. Hein. Voilà, donc il ne suffisait pas de traverser la rue, il fallait traverser la France en TGV. Et donc, bien sûr, c'est une manière pour la magistrature d'offrir un pied de nez symbolique très fort à l'endroit de Gérald Darmanin. Je crois que c'est aussi, quelque part, un but contre leur camp, parce que je crois que l'opinion a été très choquée de cette décision. Et ça pose maintenant une question fondamentale, c'est ce qu'on a véritablement besoin en France d'un juge d'application des peines. Et on est un des rares pays à l'avoir en Europe. C'est possible que demain, les parlementaires soient plus disposés pour revoir un petit peu la façon dont on accorde ou non des sorties de prison. Alors le sucré ? Et un petit coup de cœur, pour Fabien Roussel, vous avez montré que la question de la sécurité et de la défense peut diviser la gauche, on l'a entendu dans le montage que vous aviez présenté. Ouais. Un autre sujet qui divise beaucoup, c'est justement la lutte contre le narcotrafic, je reste un peu dans le thème. Et Fabien Roussel, lui, qui est une voix qui dissonne un national peu du avec le Parti reste, communiste. le communiste Fabien Roussel, dit qu'il faudrait, à contrario de tout ce que prônent ses amis au sein du nouveau Front populaire, recruter 60 000 policiers et douaniers de plus pour justement mener la lutte contre le narcotrafic. Il disait même que chez les communistes français, jamais, je le cite, nous ne dirons « tout le monde déteste la police ». Ça a le mérite au moins d'ouvrir un débat qui sinon serait difficile à tenir à gauche. C'est dommage, c'est que les communistes s'étaient abstenus pour la plupart d'entre eux lors du vote sur la loi narcotrafic de Gérald Darmanin, mais peut-être que maintenant ils ont davantage conscience de l'importance de mener cette guerre-là. Exactement. Cela dit, les communistes sont des gens d'ordre, contrairement aux trotskistes. Vincent. Alors moi j'ai un petit coup de griffe. Je dois de pouvoir le relever à Raphaël Enthoven, qui, en lisant Libération, a vu l'évocation du mot boycott accompagné, après la parenthèse, du mot girlcott, puisqu'il fallait donc féminiser le mot boycott. Comme on dit plus hommage mais fémage, donc c'est le point d'aboutissement du celles et ceux et du toutes et tous qui arrive quand même à la bêtise absolue, ce qui fait que Alice Develay a fait un article pour raconter ça dans le Figaro et nous dire que donc boycott ne vient pas de l'étymologie de boy, mais de Charles Boycott, qui était un homme qui a donné son nom à cette pratique. Mais je trouve qu'on voit dans cette histoire toute l'absurdité, le conformisme et la bêtise au fond, qui peut accompagner le politiquement correct et en l'occurrence le sémantiquement correct. Voilà. Et le coup de cœur, je le partage avec vous, Yves, c'est la matinée que nous avons passée hier avec Boualem Sansal, ce plaisir des retrouvailles avec l'écrivain et de l'interview qu'on a pu réaliser ensemble et qui nous a montré ce qu'était un homme qui n'est pas très grand, qui n'est plus tout jeune, mais qui arrive avec son grand sourire et son regard malicieux et on se dit, c'est lui qui s'est dressé seul face à un régime tyrannique et qui a finalement réussi par l'emporter. Donc, je crois que toute la France peut avoir un coup de cœur pour cet écrivain qui porte haut le talent littéraire, mais aussi le magnifique combat de la liberté. Le courage et la liberté. Combattant de la liberté. Alors, Célestine. Mon coup de cœur, j'ai été dur avec Sébastien Lecornu pendant l'émission, mais je lui donne quand même mon coup de cœur pour son annonce en clôture du Salon des maires où il prévoit de supprimer des centaines de normes qu'il juge surréalistes qui touchent les communes et les maires par décret, donc d'ici mars prochain. Vous le croyez-vous ? Par décret, ça va plus vite, théoriquement. Donc je veux le croire. Notamment, par exemple, l'obligation de vider l'eau des piscines municipales tous les ans. Donc tout un tas de normes un peu ubuesques. J'ose le croire. On verra si j'ai raison. Et mon coup de griffe, c'est à Yael Braun-Pivet, qui était à la marche en hommage aux frères d'Amin Kessassi, qui est un militant écologiste marseillais, dont le frère Mehdi a été tué vraisemblablement par des petites mains du narcotrafic. Ça pourrait être un crime d'avertissement. Et on voit en fait effectivement Yael Braun-Pivet qui est presque la tête posée sur l'épaule de la mère d'Amin Kessassi, ce qui est d'une part assez dérangeant, je trouve, et d'autre part curieux pour un camp politique, les macronistes, qui ont longtemps accusé les uns et les autres de faire de la récupération politique sur des faits divers. Alors je ne sais pas si avoir la tête posée sur l'épaule, c'est de la récupération politique, mais pour moi, c'est un peu déplacé déjà.
Tout à fait. Alors Philippe. Moi, mon coup de griffe, il est plus global. Il ne touche pas une personne, il touche le plan de paix américain sur l'Ukraine, qui est pour moi tellement brouillon. Déjà qu'on a du mal à comprendre que la politique américaine, qu'elle change tout le temps. Mais alors là, je pense qu'on a battu tous les records. C'est-à-dire que ils voient les Russes, ils s'accordent avec eux sur ce plan de paix sans voir l'Ukraine, qui va totalement contre ce qui est dit à l'Europe. Mais ensuite, ils reviennent en disant aux Européens, on va s'arranger et tout va se voir. Il y a encore quelques corrections à faire, alors qu'on nous annonçait qu'il fallait que ce soit prêt pour le 27 novembre. De mémoire, Trump a dit le 27, c'est fini. Bon, il avait dit une journée, maintenant c'est le 27 novembre, c'est ma peur poussée. Mais, donc là, c'est vraiment pour moi un coup de griffe où je ne comprends plus rien de la politique américaine. S'il y a quelque chose à comprendre, car je ne suis pas sûr qu'il y ait un fil conducteur aujourd'hui de la politique étrangère américaine. Et alors, mon coup de cœur, vous savez, c'est comme ces oncles qu'on invite à des dîners, ils vous cassent les pieds, vous engueulez tout le temps avec, puis finalement, vous l'aimez bien. Vous le réinvitez au dîner suivant. Et bien, pour moi, c'est Yannick Jadot, avec qui j'ai eu des bons... etc. Et j'ai eu un coup de cœur pour Yannick Jadot, qui est par ailleurs quelqu'un que j'aime beaucoup, humainement, et pour avoir remis en place Marine Tondelier et sa politique, ses valeurs, avoir rappelé que, franchement, être l'annexe de la France insoumise, c'était pas le rôle des écologistes, et d'avoir effectivement poussé un petit peu le cursus en disant qu'il était absolument pas d'accord avec cette ligne. Et il faut quand même pas oublier qu'Yannick Jadot, c'est celui qui a ramené des scores, avec Cohn-Bendit bien sûr aussi, aux écologistes, et qu'aujourd'hui est totalement marginalisé par ce parti dont on ne sait plus non plus très bien où il est situé, un coup France Insoumise, un coup moins France Insoumise, bref, qui n'a plus aucune ligne conductrice. Si tant est qu'il en ait déjà eu une. Oui, alors avant, il y avait le truc anti-nucléaire, mais ça ne marche plus. Alors, voilà. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Absolument. Alors, il nous reste 2 minutes. Je vais vous poser une question à chacun, comme ça, vous allez nous informer de votre vision. Paul, est-ce qu'on va vers une loi spéciale ou pas pour le budget ? Je pense que ça arrangerait tout le monde au sein du gouvernement, parce que les ordonnances seraient beaucoup plus difficiles à faire admettre. Les ordonnances, ça serait vraiment jouer aux apprentis sorciers avec la Constitution. Donc là, ce serait évidemment un défi démocratique terrible. Je pense que tout doit être fait pour les éviter. La loi spéciale a évidemment des inconvénients. On repart avec en fait ce qui avait déjà été décidé l'an dernier. On aura quelques mois ensuite pour essayer de rattraper le coup. Mais enfin, c'est la moins pire des options, étant entendu qu'on peut plus en théorie passer par le 49.3. Pour les lois spéciales aussi, je vois pas d'autres pistes d'atterrissage, sachant que les ordonnances, c'est un peu la censure à coup sûr. Au-delà du fait que ce soit complètement le flou constitutionnel sur cet outil qu'on n'a jamais utilisé, s'il passe par ordonnance, je vois pas comment les socialistes ne censurent pas derrière. Bien sûr. Vincent ? La loi spéciale, c'est mieux pour l'économie française parce qu'il n'y a pas toutes les folies qui sont en train d'afficher. Et puis, je pense que le Cornu s'en accommodera, puisque dans sa stratégie pour gagner du temps, ça consistera à renégocier le budget comme l'a fait François Bayrou, c'est ce qu'on a eu l'année dernière, au mois de janvier-février. Et on peut-être avoir la chance de voir un Le Cornu 3, c'est-à-dire que devant l'échec du budget, il en mettrait sa démission, et le président lui demanderait de gérer les affaires courantes et peut-être de mener jusqu'au mois de mars encore une dernière tentative d'ingénierie démocratique pour arriver au municipal. Philippe ? Totalement d'accord avec mes 3 camarades. Rien à ajouter, ils ont tout dit. Effectivement, mais c'est ce qu'il y a de plus confortable, j'ai envie de dire. Bien sûr. Merci à tous les 4. Merci de nous avoir informés. Merci d'avoir débattu sur les sujets de la défense. Et puis, on se retrouve lundi prochain, toujours à la même heure, sur Le Figaro TV. Et c'est une joie de vous retrouver tous les lundis dans cette émission. Merci à vous et bonne soirée.